Installez-vous confortablement et servez-vous une petite tasse de thé ou un verre de tout ce que vous voulez. Je vous propose aujourd'hui un format hybride entre le podcast et la vidéo montée pour vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, L'aquabonisme ou la petite dépression larvaire comme hygiène de vie. Un livre qui me faisait de l'œil depuis un moment, que j'ai enfin lu cette année et dont l'humeur s'accorde assez avec la saison, il faut bien le dire. Si vous aimez la désinvolture iconoclaste d'un Pierre Desproges, la dérision mélancolique d'un Alain Bachung ou la distance ironique du livre La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, qui est l'un de mes livres préférés, c'est une lecture qui pourrait vous plaire, avec le bénéfice secondaire de vous faire sentir moins seul évidemment. Je vous raconterai dans cette vidéo ce qui m'a amené à connaître ce livre, ce dont il parle et quelle en est mon interprétation. Générique. L'aquabonisme ou la petite dépression larvaire comme hygiène de vie. Ça, c'est un livre qui a l'air d'être bizarre. Lu au premier degré, c'est sûr, le titre ne fait pas envie. Lu au second degré, c'est déjà plus savoureux. La vérité, on le verra, c'est que le ton de ce livre se situe quelque part entre le premier et le second degré. Au 1er,5 degré, dira-t-on. 100% sérieux et 100% humoristique, ce qui a de quoi décontenancer un petit peu. Ce que ça raconte, c'est grosso modo le portrait d'un aquaboniste, c'est-à-dire le portrait d'un homme qui s'efforce au quotidien de faire toute une série de choses qui, en l'occurrence, lui permettraient de s'intégrer à la société et interagir avec les autres, mais qui s'interroge au quotidien sur le bien fondé d'une telle démarche, sur le mode « à quoi bon ». À quoi bon me forcer d'avoir une discussion avec ces gens que je ne verrai plus jamais ? À quoi bon me fatiguer à organiser ces vacances qui de toute façon passeront trop vite ? À quoi bon me geler le cul pour acheter du pain sachant que j'ai déjà du poids à perdre ? À quoi bon vivre ? Bref, ce genre de questionnement. Le titre du livre est emprunté à celui d'une chanson écrite par Serge Gainsbourg pour Jane Birkin, l'aquaboniste donc, qui comme vous l'aurez compris est un mot valise désignant ce type d'individu à qui tout effort semble vain et inutile. Ma propre version du livre revendique Pierre Bordas pour auteur en première de couverture, mais on trouve sur internet plusieurs autres versions du livre signées Aloysius Chabosso. C'est assez étrange, mais s'il ne s'agit pas d'un vol, je suppose en toute bonne logique que Pierre Bordas est le véritable nom d'Aloysius Chabosso, pseudonyme qui m'a fait connaître l'auteur et qui figure sur tous ses autres livres. Ayant d'abord connu l'auteur, il me paraissait légitime et intéressant d'en dire quelques mots avant d'expliquer pourquoi j'ai lu ce livre en particulier. J'ai rencontré pour la première fois le nom d'Aloysius Chabosso au cours de l'année 2008 par le truchement de son blog Comment écrire un roman, lancé en février 2006. Sur ce blog, qui mêlait déjà premier et second degré, on trouvait quelques vrais conseils à destination des apprentis écrivains aspirant à la publication, mais surtout beaucoup d'articles potaches où Aloysius s'amusait à brocarder un peu tout ce qui lui passait sous la main. C'était un blog assez populaire qui a beaucoup contribué à le faire connaître, et c'est assez ironique car bien qu'il y défendait déjà les mérites de l'auto-édition, c'est grâce à celui-ci qu'Aloysius a pu connaître sa première publication au sens traditionnel. En effet, son blog a été repéré par une journaliste du Monde qui lui a consacré une demi-page le 9 mai 2007, et c'est ce coup d'éclairage qui a encouragé les éditions Milan à prendre contact avec lui pour donner une forme livresque à sa méthode, entre guillemets, ce qui a donné ce titre hilarant, Comment devenir un brillant écrivain alors que rien, mais rien ne vous y prédispose. Une parodie des méthodes américaines d'après lesquelles tout est possible à n'importe qui pourvu de suivre certaines règles. À titre personnel, l'un des premiers articles qui m'est tapé dans l'œil sur ce blog, c'est cet article-ci, où il parodiait la lettre d'accompagnement à ne surtout pas envoyer à un éditeur. Ce genre de publication alternait avec des textes où il s'amusait à tourner en dérision aussi bien les grands totems de la littérature française que les idoles du moment, plus ou moins surfaites, mais aussi certains grands textes de la chanson française contemporaine. Sick. Si j'ai bien compris, on peut retrouver un certain nombre de ces textes dans une compilation qu'il a publiée plus tard, Bric-à-brac de bric et de broc de l'écrivain Branque. Bref, vous l'aurez compris, c'est par le prisme de l'humour que j'ai accroché au style Chabosso, et plus particulièrement la catégorie foutage de gueule, dans laquelle il excellait. On peut trouver l'exercice un peu facile, mais Chabosso avait le mérite de prendre pour cible des personnalités privilégiées du landerneau culturel parisien, ce qui donnait à ses sarcasmes une dimension de Robin des Bois des lettres assez jubilatoire. L'un des éléments qui contribuait à l'aura de son blog, c'est le mystère qui entourait la véritable identité de son auteur. Était-il vraiment un quinquagénaire recalé par les maisons d'édition depuis 20 ans, comme on le lisait sur son site, ou était-il en réalité un professionnel de l'édition ? Les seuls indices dont nous disposions, c'était ce pseudonyme étrange, Aloysius Chabosso, et ce collage d'images qui lui faisait office de portrait en page d'accueil, dont chacun se demandait s'il comportait ou non des véritables traits de l'auteur.
Ce portrait composite, il fallait que j'en parle un jour car comme les plus observateurs d'entre vous l'auront remarqué, j'ai exactement la même posture sur la bannière de ma chaîne YouTube, Tasse comprise. On pourrait croire à un clin d'œil de ma part, mais c'est encore plus bête que ça. Je voulais simplement dissimuler un peu mon visage et j'ai inconsciemment copié l'image de Chabosso. Je m'en suis rendu compte après coup et c'est ce qui m'a rappelé d'acheter enfin l'un de ses livres cette année, donc je suppose que la boucle est bouclée. Depuis cette lointaine époque des blogs, Aloysius est apparu en chair et en os devant une caméra à plusieurs reprises, comme sur la chaîne de la youtubeuse et autrice Alice Quinn, qui a eu la bonne idée de l'interroger sur son choix de pseudo. Je le laisse donc expliquer. Pourquoi ? Je me souviens plus en fait précisément. La consonance du prénom est assez amusante. Et puis c'est un vrai prénom, hein, cela dit. Hein, oui. C'est un dérivé du latin de Alain en fait. Et ça a servi pour le fameux Aloysius Bertrand, qui a écrit Gaspard de la Famille, le premier poème en prose, 1830, je crois, qui a été reconnu par Victor Hugo. Donc, Baudelaire. Me plaisait à ce niveau-là parce que ça faisait un petit peu précieux, ça faisait un peu vieux savant, poussiéreux. Et puis Chabosso, c'est un monsieur que je croisais chez ma grand-mère qui passait ses journées assis sur une chaise avec ses mains posées sur le pommeau de sa canne, qui faisait peur à tous les enfants du coin. Et ce nom, Chabosso, déjà comique en lui-même, mais en plus me faisait peur. Alors bon, quel rapport avec la peur, ne faut pas chercher, c'est juste un nom que j'ai retenu, qui m'a marqué. Et la jonction des deux, Aloysius et Chabosso, c'était sympa. Oui. Pour ma part, je n'ai eu l'occasion d'échanger avec Aloysius Chabosso qu'une seule fois, le 9 septembre 2009, si j'en crois ma boîte mail. J'animais en fait un blog consacré aux Kings et il était tombé dessus via ses stats de visite, car on sévissait sur la même plateforme, Overblog. Je vous déconseille d'ailleurs formellement d'y faire un tour, car l'endroit est devenu totalement radioactif. Il est pollué par des pubs, des fenêtres pop-up qui vous sautent à la gueule, et l'affichage d'origine a été complètement défiguré. Même via la Wayback Machine de Google, il est impossible de revoir ma bannière d'origine, RIP. Son commentaire m'avait permis d'apprendre qu'il était un grand fan des Kings, lui aussi, une raison supplémentaire pour m'intéresser à son travail, et c'est désormais chose faite 15 ans après. En cherchant à savoir ce qu'était devenu Aloysius Chabosso cette année, j'ai découvert qu'il avait publié des dizaines de livres sur Amazon, tous dans un registre humoristique. Il a notamment connu un grand succès avec le roman Fallait pas l'inviter, dans un genre feel-good, qui comme quelques autres livres de lui ont bénéficié dans un second temps d'une publication par les éditions Erol. Mais moi, c'est toujours l'aquaboniste qui m'a attiré. Le livre existait déjà à l'époque du blog, puisque c'est le premier livre qu'Aloysius Chabosso a auto-publié via manuscrit.com, et j'ai toujours eu dans l'idée de le lire. D'une part, j'ai toujours été attiré par le concept, et d'autre part, la perspective d'une dépression larvaire comme hygiène de vie dépeinte par cet auteur m'a toujours paru irrésistible. Croyez-moi si vous voulez, j'ai appris après l'avoir lu que c'est en fait l'une des ventes les plus faibles de l'auteur, un livre qui n'a jamais vraiment trouvé son public. Mais surtout, c'est l'un des textes qui tenait le plus à cœur d'Aloysius Chabosso puisqu'il lui a consacré au moins 10 ans. Diantre. Cornegidou, je dirais même. L'un des problèmes de ce livre, à mon sens, c'est que c'est un objet assez difficile à appréhender et par conséquent difficile à promouvoir. D'abord, l'aquabonisme ou la petite dépression larvaire comme hygiène de vie n'est pas un roman, mais un recueil de textes de nature diverse qui, les uns à la suite des autres, tissent la trame d'une vie, l'esquisse d'une autobiographie fictive. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce choix car il donne du rythme au livre. Les chapitres font en moyenne entre 1 et 5 pages, il permet une variété d'approches du sujet et il donne le sentiment de participer à une expérience littéraire originale, ce dont je suis toujours friand. Mais bien sûr, ce choix ne conviendra pas aux personnes à la recherche d'une histoire au sens traditionnel. Cette succession de textes dessine le kaléidoscope émotionnel d'une vie à travers quelques cadres récurrents tels que le travail, les relations amoureuses, la société de consommation, le sexe, mais aussi les animaux, les vacances et les souvenirs d'enfance. L'originalité de ces textes, c'est qu'ils ne sont pas simplement une succession de récits de tranches de vie quotidienne, ce sont aussi des moments d'introspection couchés sur papier, des études de personnages, des observations sur toutes sortes de choses, bref, une variété d'approches qui nous offrent différentes portes d'entrée dans la tête du personnage, donnant à voir non seulement ce qui lui arrive, mais aussi sa perception des autres, ses souvenirs, ses espoirs, et c'est ce qui fait le sel de la lecture au final. Le meilleur moyen d'apprivoiser le ton de ce livre, à mon sens, c'est d'en entendre des extraits, car vous l'aurez compris, je ne pourrai pas vous raconter grand-chose sur l'évolution du scénario et des personnages.
Ainsi, il m'a semblé que la meilleure façon de procéder était d'en distiller quelques éléments prégnants, tel un petit chimiste littéraire. Pour ce faire, j'ai opéré une petite typologie des textes que l'on trouve dans ce livre et essayé de vous en sélectionner à chaque fois un digne représentant, de sorte que vous ayez un aperçu honnête de ce qui vous attend. J'en ai dénombré 4. D'abord, vous avez les scènes ou les portraits de la vie quotidienne. Dans ce type de texte, le narrateur raconte son quotidien et dresse le portrait de certains de ses contemporains. Il peut s'agir de sorties en boîte, de rencontres dans les transports ou d'échanges avec une femme de ménage par exemple. Dans ces situations, l'aquaboniste adopte souvent une position d'observateur, ce qui l'apparente un peu à un ethnologue de l'espèce humaine, un petit peu comme dans le livre Nos amis les humains de Bernard Werber, où la neutralité de la description des situations crée une distance comique. Dans cette catégorie, j'ai décidé de vous lire le texte Les Vaches fédératrices, page 95, qui pourrait vous rappeler des souvenirs de bureau. Cette semaine, une nouvelle collègue est arrivée. Elle s'appelle Nathalie, dispose d'un physique passe-partout qui s'adapte harmonieusement à notre environnement de travail. J'ignore tout des fonctions qu'elle va occuper. Je sais qu'elle vient de la Creuse et qu'elle nourrit une passion pour les vaches. Je le sais car elle l'a annoncé au café, dès son premier jour parmi nous. Pour preuve, elle a exhibé aussitôt son portable. Il est blanc, avec de grosses taches noires. Il ressemble donc, pour ainsi dire, à une vache. Une vache rectangulaire et qui peut prendre des photos. Les collègues étaient soufflés. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui sait s'imposer dans un groupe grâce à un positionnement fort reposant sur un concept original. J'étais un peu dépité aussi. Après une année de présence, je suis toujours incapable de retenir l'attention plus de quelques secondes et elle, avec ses vaches, décroche la timbale du premier coup. Il y avait quelque chose d'injuste dans ce constat et cela m'a un peu déprimé. Ensuite, elle a parlé de la Creuse. Tout le monde s'en fout de la Creuse, sauf les gens qui en sont originaires. C'est justement le cas de Nicole. Pour arranger les choses, elles venaient toutes les deux à peu de choses près du même coin. Forcément, elles avaient des choses à se dire. Les autres sont partis discrètement, prétextant un travail urgent, mais moi je suis resté, par curiosité. Mon hypothèse s'est rapidement vérifiée. Le sujet était dépourvu d'intérêt pour peu que vous ne connaissiez pas Martin Brocard, le boucher du village dont le commerce avait brûlé en 2003, ou la zone commerciale du bois Tiver au sein de laquelle on pouvait trouver un magasin qui vendait des pots de peinture Avis 3000 à 60% du prix habituellement constaté. De toute évidence, la nouvelle s'était fait une alliée en la personne de Nicole. Mais dans le même temps, elle s'était pour ainsi dire auto-exclue du groupe qui ne pouvait admettre, sa survie en dépendait, les sujets de conversation nécessitant des connaissances un peu trop pointues. En somme, elle s'était montrée fine stratège avec ses vaches, mais elle avait totalement merdé avec la Creuse. Elle devenait ainsi un sujet d'observation intéressant. Comment allait-elle redresser la barre ? Allait-elle tout miser sur l'option vache, quitte à passer pour une douce écervelée, ce qui n'est jamais de bon augure dans le monde du travail ? Ou allait-elle s'enfoncer bêtement dans la narration d'anecdotes creusoises, au risque de se mettre tout le service à dos, y compris Nicole, qui aurait vite compris où se trouvaient ses véritables intérêts. Autre catégorie de texte, les théories ou observations d'ordre général à partir de n'importe quoi. Ça paraît très flou, mais vous verrez rapidement où je veux en venir. Dans ces textes, le personnage principal fait part à son lecteur de petites théories qui lui sont venues au fil de la déambulation de ses pensées. Souvent, des petites théories psychosociologiques qui se situent quelque part entre le préjugé, l'intuition et le grand n'importe quoi. Parfois, comme dans le texte que je vais vous lire qui s'appelle « Les moments de désespoir », page 177, il s'agit simplement d'énumérer des petites choses auxquelles on a tous pensé un jour, mais auxquelles on ne s'est jamais ouvert à qui que ce soit. Ce qui cette fois peut évoquer un petit peu la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme, mais dans un registre impertinent. Mon existence est traversée de moments très courts durant lesquels j'ai l'impression de toucher une sorte de fond cosmique au-delà duquel plus rien n'existe, sinon la déchéance, la ruine et la désolation. En général, ces instants d'hébétude surviennent sans prévenir et leur effet en est d'autant plus dévastateur. Je mets un certain temps à reprendre mon souffle, comme si je venais de réchapper à une noyade. Heureusement, ces apnées métaphysiques ne sont pas si nombreuses. Cela me permet d'accomplir quelques brasses jusqu'à la prochaine fois. En voici quelques-unes, parmi les plus marquantes, relevées durant ces derniers mois. Observer les fientes de mouches sur le rideau d'un café de banlieue tandis que la radio passe n'importe quel titre du groupe Indochine. Admettre que statistiquement, il est plus que probable que le téléphone sonne au moins une fois dans la journée et réaliser qu'à 23h30, personne n'a encore appelé.
Dans un restaurant d'entreprise, manger de la salade verte en compagnie de personnes dont j'ignore jusqu'au prénom. Croiser par surprise mon image dans une glace et me trouver instantanément tout à fait quelconque. Constater après chaque shampoing que les proportions tendent inexorablement à s'inverser, de plus en plus de cheveux dans la baignoire, de moins en moins sur ma tête. Ouvrir ma boîte email et constater une nouvelle fois que d'obscures sociétés pharmaceutiques désirent avec obstination me fournir des cartons de Viagra aux origines incertaines. Écouter un disque de Céline Dion chez un ami en faisant semblant d'apprécier pour ne pas le vexer. Accessoirement, acquiescer bruyamment au fait qu'elle possède un sacré coffre. Rire à une blague pas drôle. Raconter une blague très drôle, bafouiller au moment de la chute et ne rencontrer qu'une indifférence consternée. Me faire doubler dans la queue du cinéma sans oser protester, en tentant vainement de me persuader que la personne ne l'a pas fait exprès. Acheter un disque d'Oum Kalsoum pour accompagner les soirées couscous entre amis, puis réaliser que je n'ai jamais organisé de soirée couscous entre amis. Finir par retrouver au fond du réfrigérateur un paquet de gruyère râpé pour agrémenter mes pâtes, et constater qu'il est vert. Troisième type de texte que j'ai identifié, les souvenirs d'enfance. Je soupçonne ici l'auteur d'avoir puisé dans ses propres souvenirs, car s'il est bien une chose qui est difficile à pasticher, c'est l'affection qu'on a gardée pour ses croyances et souvenirs d'enfant. Le texte que je vais vous lire ici est L'époque des systèmes obscurs, page 221, qui fait écho à ses croyances comme nous en avons tous eu étant enfants. Au fond, j'aimerais bien revenir à cet âge innocent où tout semblait possible, où l'existence se pliait avec grâce à ma logique naïve. C'était une époque où il était possible, je le savais, d'économiser sa vie, littéralement. Il suffisait pour cela de retenir sa respiration. À mes moments perdus, lorsque la vie ne me servait à rien, je la suspendais. Le fruit de ces économies me serait restitué à la fin, sous forme de bonus, selon un système de transfert obscur mais parfaitement fonctionnel qui m'apparaissait comme naturel. On pourrait s'attendrir devant une telle anecdote. Pourtant, elle révélait une mentalité de petit épargnant dont, rétrospectivement, je n'ai pas à être fier. Aujourd'hui que j'ai mûri, je sais bien qu'il faut tout dépenser sur le moment, que rien ne s'épargne, le temps moins que le reste. Pourtant, j'aimerais tant retrouver cette mesquinerie primitive où il était permis d'imaginer que l'on vivrait éternellement sur ses économies. Je termine ce tour d'horizon par ce que j'ai appelé les réflexions introspectives. Ces textes, très courts, se situent quelque part entre la poésie et la prose, l'aphorisme ou la simple anecdote. Ils sont assez rares, raison pour laquelle je les cite en dernier avec ce texte, L'esprit vide, page 189, qui illustre parfaitement la dimension de rêverie du mode de vie aquaboniste. J'ai l'esprit vide et lorsque je secoue la tête, 2 ou 3 mots brinque-ballent gentiment dans l'espace laissé vacant par mon cerveau. Par exemple, arbre, chat, maison. C'est très pauvre. Que faire avec ça? Bon, je mets le chat dans l'arbre et je plante l'arbre devant la maison. Mais ensuite, j'attends. Le chat tétanisé reste accroché à sa branche, tandis que les volets de la maison restent clos. Je passe à côté de l'arbre et le chat fait mine de ne pas me voir. J'emprunte le chemin, ah oui, il y a un chemin, qui mène à la maison. Je tourne la poignée de la porte, le verrou est fermé. L'histoire s'arrête là. J'ai l'esprit vide et lorsque je secoue la tête, il ne se passe rien. À ce point de la vidéo, je voudrais vous partager quel est mon sentiment sur ce livre, quelle est l'interprétation que j'en ai faite, entre guillemets. Selon moi, ce qu'on découvre en lisant l'Aquaboniste, ce sont les situations vécues et les réflexions quotidiennes de quelqu'un qui pense trop. En fait, de quelqu'un qui pense différemment. L'Aquaboniste est un empêcheur de tourner en rond, certes, comme les Ignatius dans La Conjuration des imbéciles, sauf que contrairement au personnage revendicatif et révolté de John Kennedy Toole, il est un personnage passif, victime de son propre désœuvrement. Son problème essentiel, c'est qu'en toutes circonstances, il ne peut jamais s'empêcher de poser la question du sens, et parce qu'il se pose en toutes circonstances la question du sens, il gâche des opportunités, surévalue l'intérêt ou le danger supposé des choses, perçoit comme absurde quantité de choses et de comportements, etc. Mais je vais très bien et je t'encule! Son regard décalé sur l'existence est la plupart du temps amusant pour le lecteur, nous, car il donne lieu à des scènes ainsi qu'à des observations cocasses, mais au fur et à mesure des pages, on devine que ce que nous lisons au second degré, l'Aquaboniste le vit tout de même au premier degré,
que pour l'aquaboniste, ce décalage est par exemple une source d'incommunicabilité et de souffrance vis-à-vis des autres, et c'est ce qui donne une drôle de profondeur au livre, entre distance ironique sur les tracas triviaux du quotidien et questionnement réel sur le non-sens de l'existence. Tout le problème de l'aquaboniste, en définitive, c'est qu'il s'est rendu prisonnier d'un paradoxe. D'un côté, il envie les autres pour le contentement qu'il semble éprouver à vivre sans se poser trop de questions. Il envie les autres pour leur apparente capacité à trouver le bonheur en s'imitant simplement les uns les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette saloperie ? Mais d'un autre côté, il sait que ce type d'existence lui est totalement inaccessible, car les préoccupations qui passionnent apparemment les autres ne lui sembleront jamais totalement dignes ni de son intérêt ni de son énergie. Il a une conscience aiguë du fait que tout pourrait être mieux, qui, dès le départ, tue dans l'œuf toute velléité de participation à la société. Le résultat, c'est un homme perçu à tort par ses contemporains comme un anticonformiste refusant le statu quo, refusant de jouer le jeu, alors que son problème est beaucoup plus prosaïque. C'est qu'il perd un temps infini de sa vie à tout observer, à imaginer ce qui devrait être au lieu de profiter de ce qui est, et que par excès de rêverie, il finit par se mettre tout seul en marge de la société. En fin de compte, le livre donne-t-il raison à la masse face à l'aquaboniste ? Non, car la masse en prend pour son grade. Hypnotisée par le consumérisme, alourdie par un manque de finesse et de curiosité, se conformant systématiquement à toute forme d'attente de comportement, elle reste la cible principale des sarcasmes du livre. Mais le personnage principal ne s'en montre pas moins douloureusement conscient de l'impasse dans laquelle il s'est placé. En sortie de lecture, on peut ainsi voir l'aquabonisme comme une sorte de dandysme spirituel face à la question du sens de l'existence, ou comme une philosophie stérile qui accompagnerait notre espèce depuis le berceau de l'humanité, sorte de disposition nécessaire à la rêverie et à la passivité qui serait hypertrophiée chez certains individus. Et, à titre tout personnel, on se demande alors à quel point on contribue au phénomène. En conclusion, l'aquabonisme ou la dépression larvaire comme hygiène de vie oscille constamment entre deux pôles. Tantôt le second degré désabusé d'un idéaliste déçu, ce qui donne des passages très drôles, et tantôt une forme de résignation au premier degré par rapport à la nature humaine des autres, mais aussi nature humaine personnelle, ce qui donne lieu à des passages beaucoup plus mélancoliques. En plus du second degré, j'ai beaucoup aimé l'aspect voyage dans l'introspection et les réflexions intérieures d'un autre, qui m'a paru assez original. Aussi, j'ai trouvé pertinente l'organisation fragmentée du texte, qui permet de bien traduire la versatilité de nos préoccupations quotidiennes qui, du jour au lendemain, peuvent ne plus être du tout les mêmes sans qu'on le vive comme une incohérence. En revanche, je pense que l'auteur n'a pas toujours su trouver la juste distance entre lui et son personnage, qui semble être une version parodique de lui-même, ce qui donne lieu à quelques incohérences. Par exemple, je doute fort qu'une personne émue par le sort d'un insecte sur son pare-brise puisse, dans le même temps, ne pas se soucier du devenir de son propre enfant, comme c'est plusieurs fois le cas du personnage principal. Sachant que ce livre est le seul de l'auteur à être signé Pascal Bordas, je crois qu'il s'agit d'un livre assez personnel pour lui, mais on croit malheureusement deviner en certains endroits cette scission entre lui et son personnage. Concernant la chute donnée au livre, qui est une synthèse des traits principaux de l'aquaboniste, elle m'a paru assez bien trouvée, sachant qu'elle marque la conclusion de l'étude de cet animal social non identifié, l'aquaboniste, dont le profil est ressorti au fil des pages au travers d'une série de traits récurrents. Mais si je devais donner mon sentiment, la vraie clé de compréhension du livre me semble apparaître quelques pages plus tôt, page 220, où le narrateur dit « La raison de mon chagrin perpétuel, c'est sans doute cette conscience aiguë et douloureuse, à tout moment, du moindre détail, des moindres choses qui m'entourent, et de la profonde vacuité qui émane de chacune d'entre elles. Pour bien faire, pour oublier cet état, il faudrait que je vive ma vie comme on regarde un film de cinéma, une perception à 2 dimensions, lisse et superficielle, qui ne s'embarrasse pas de l'inutile, fonce à l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui peut provoquer dans l'instant du plaisir, ou du moins des émotions, en ignorant tout le reste. » À mon sens, c'est la conclusion que ne pouvait pas faire l'auteur, mais qui déchire le voile sur le véritable état de l'âme de son personnage, la véritable raison de son mode de vie. Au rang des petits regrets, je me sens obligé de mentionner aussi quelques coquilles repérées au fil de ma lecture.
Comme dirait Serge Gainsbourg, déjà mentionné dans cette vidéo, les fautes pour lesquelles j'ai le plus d'indulgence sont les fautes d'orthographe, mais si je peux contribuer à la mise à jour du texte avec cette vidéo, tant mieux, car au-delà de ces quelques erreurs, j'aime beaucoup le style de cet auteur et il n'y a pas d'autre faute de français à déplorer dans son texte. Vous êtes encore là ? Si votre curiosité n'est pas encore assouvie, sachez que Pascal Bordas s'est inspiré pour ce livre, dans l'intention, du roman Mes amis d'Emmanuel Bove. Un livre qui n'est pas du tout humoristique mais qui semble au contraire presque sinistre. Heureusement, l'humour et la politesse du désespoir et Pascal Bordas est quelqu'un de poli. Il avait partagé un jour sur son blog quelques-unes de ses références en matière de romans comiques. Je vous les relais à mon tour aujourd'hui si jamais vous êtes en recherche de ce genre de lecture. Pour ma part, j'aimerais beaucoup voir un jour cet auteur dans un registre un peu plus caustique, un peu plus piquant, mais ce n'est peut-être pas son tempérament. Wait and see. En attendant, bonne lecture à tous et à très bientôt.